Après avoir ignoré mes messages, mon mari est rentré à 23h30, un sourire narquois aux lèvres. Il m'a avoué une aventure d'un soir avec sa patronne, déclarant qu'il le referait. J'ai juste hoché la tête, terminant mon repas en silence. Le lendemain, il n'en croyait pas ses yeux. Ce soir-là, à 23h30, Antoine est entré par notre porte d'entrée comme s'il venait de remporter une victoire. Sa cravate était desserrée. Ses cheveux sentaient légèrement un parfum coûteux qui n'était pas le nôtre, et il y avait sur son visage un air que je n'avais jamais vu auparavant, une sorte de cruauté suffisante et paresseuse, comme s'il avait répété ce moment toute la soirée et qu'il était impatient de le jouer. J'étais toujours assise à la table de la cuisine. Le rôti de bœuf que j'avais préparé pour le dîner était froid depuis des heures. J'avais réchauffé mon assiette 2 fois. La petite lampe au-dessus de la cuisinière était la seule lumière allumée dans la maison, et elle projetait une douce lueur jaune sur les plats, la serviette pliée sur mes genoux, et le verre de thé glacé à moitié plein près de ma main. Cela aurait dû être un mardi soir ordinaire. Au lieu de cela, c'était comme le moment juste avant qu'une sirène de tornade ne retentisse. Il se tenait là, une main appuyée contre le cadre de la porte, me souriant comme si nous partagions une blague. Puis il a dit: « Tu sais ce qui s'est passé ce soir ? J'ai eu une aventure d'un soir avec ma patronne. » Il a laissé les mots en suspens, attendant que je m'effondre. Quand je n'ai pas bougé, il a ri brièvement et a ajouté: « Et je le referai. » Je me souviens du son de ma fourchette touchant l'assiette. Je me souviens à quel point ma main avait l'air calme en la ramassant. Et je me souviens avoir hoché la tête une fois, comme s'il venait de m'annoncer les prévisions météorologiques, puis avoir pris une autre bouchée de mon dîner et mâché lentement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé qui elle était, où cela s'était passé, s'il avait utilisé une protection ou s'il avait pensé à moi pendant qu'il était dans son lit. J'ai simplement terminé mon repas en silence. Au lever du soleil, c'est lui qui se tenait dans l'allée, sidéré. Mais cette partie est venue plus tard. La vérité est qu'au moment où mon mari est rentré à la maison et m'a craché ces mots, quelque chose en moi s'était déjà lassé d'une manière qui me semblait plus vieille que mes 27 ans. Non pas faible, non pas brisé, juste fatigué jusqu'à l'os. Fatigué d'essayer de maintenir quelque chose qu'il semblait déterminé à traiter comme un accessoire dans sa meilleure vie. Je m'appelle Élise, et pendant les 4 premières années de notre mariage, j'aurais dit à n'importe qui qu'Antoine était un homme bon, sous stress. C'est ainsi que j'expliquais tout. Le stress, la pression, les longues heures. Son emploi de représentant commercial en matériel industriel avait changé après sa promotion 6 mois plus tôt. Il a commencé à porter des costumes plus élégants, à parler plus fort, agissant comme si chaque dîner au restaurant était une audition pour une vie plus riche. Il était toujours au téléphone, toujours en réseau, toujours à rester tard pour des verres après le travail avec des gens dont les noms ne me restaient jamais en tête. Nous vivions dans un quartier résidentiel calme en périphérie de Nantes, dans une maison en briques que ma grand-mère Hélène m'avait laissée avant de décéder. Ce n'était pas luxueux, mais c'était chaleureux. Le porche d'entrée avait des balustrades blanches. Antoine disait toujours qu'il les repeindrait, mais ne l'a jamais fait. Les armoires de cuisine étaient en vieux chêne, le genre construit pour durer. Il y avait des parterres de fleurs devant que grand-mère avait plantées elle-même. Et chaque printemps, je les maintenais en vie parce que c'était comme lui parler sans mots. Je travaillais dans un cabinet dentaire, côté administratif, formulaire d'assurance, planification, facturation, toutes les choses que les patients détestaient et dont les médecins dépendaient. Ce n'était pas glamour, mais c'était stable. Et la stabilité avait toujours compté plus pour moi que l'apparat. Antoine disait que c'était l'une des choses qu'il aimait chez moi. Je donnais à la vie un sentiment de stabilité. Puis un jour, la stabilité est devenue ennuyeuse pour lui. Le changement ne s'est pas produit d'un coup. Il est venu par petites humiliations. Il a commencé à me corriger devant les gens. A commencé à avoir honte de mes vêtements pratiques, de ma vieille berline, de mon habitude d'emporter mon déjeuner au lieu de commander à emporter. Il souriait d'un air narquois quand il faisait ça, comme si le charme faisait disparaître l'insulte. Quand je demandais si quelque chose n'allait pas, il me disait que j'étais trop sensible. Quand j'essayais de planifier une soirée ensemble, il avait soudainement un dîner d'affaires.
Quand je lui envoyais des messages le soir, des heures s'écoulaient avant qu'il ne réponde, s'il répondait. Ce mardi avait commencé, comme tant d'autres. Je lui avais envoyé un SMS vers midi pour lui demander s'il serait à la maison pour le dîner. Pas de réponse. À 16 heures, j'en ai envoyé un autre lui faisant savoir que j'avais fait un rôti de bœuf. Toujours rien. À 20h30, le rôti séchait dans le four, et je regardais l'horloge toutes les quelques minutes comme une idiote. À 22 heures, je savais qu'il m'ignorait. Pas occupé, pas en retard, il m'ignorait. Et pourtant, quand il est finalement rentré et a délivré sa confession comme une gifle, ce qui a fait le plus mal n'était même pas l'infidélité. C'était le plaisir qu'il en tirait. Il voulait m'humilier. Il voulait voir mon visage se décomposer. Il voulait la satisfaction de prouver qu'il pouvait me trahir et toujours dominer la situation. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose que j'aurais dû admettre des mois plus tôt. Ce n'était pas juste un mari faisant de mauvais choix. C'était un homme qui avait commencé à prendre plaisir à ma douleur. Alors, après qu'il soit monté et ait fermé la porte de la chambre derrière lui, je suis restée à table un peu plus longtemps. Puis, je me suis levée, j'ai rincé mon assiette, séché mes mains et je suis allée silencieusement au placard du couloir, où je gardais une fine chemise bleue. Je l'avais organisée 3 mois plus tôt et j'avais prié de ne jamais en avoir besoin. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété, des copies de relevés bancaires, le contrat de mariage en séparation de biens qu'Antoine avait raillé avant de le signer, et la carte de visite d'une avocate spécialisée en droit de la famille qu'une collègue plus âgée m'avait glissée dans la main après m'avoir vu pleurer dans la salle de pause un après-midi. À 6h15 le lendemain matin, j'ai passé 3 appels téléphoniques. À 8h40, sa valise était sur le perron. Je l'avais soigneusement préparée, ce qui, d'une certaine manière, semblait plus définitif que si j'avais tout jeté dans des sacs poubelles, 2 pantalons, 3 chemises habillées, son nécessaire de rasage, des chaussettes supplémentaires. Les mocassins marrons qu'il ne portait que lorsqu'il voulait avoir l'air plus prospère qu'il ne se sentait. J'ai placé le sac à côté d'une boîte en carton contenant ses articles de toilette, son chargeur d'ordinateur portable et la photo encadrée de son bureau à la maison, celle de notre 2e anniversaire. À l'époque où nous ressemblions encore à 2 personnes construisant quelque chose au lieu d'une personne jouant un rôle et l'autre endurant. Puis j'ai scotché une enveloppe sur le dessus. À l'intérieur se trouvait une simple note dactylographiée. « Antoine, vous n'êtes plus le bienvenu dans cette maison. Cette propriété appartenait à ma grand-mère Hélène avant notre mariage et reste protégée par le contrat que vous avez signé. Mon avocate vous contactera aujourd'hui. Veuillez ne pas entrer dans la maison. Ne retirez aucune propriété et ne me contactez que par SMS concernant les questions juridiques nécessaires. Élise. » Je l'ai lu 2 fois avant de la sceller, non pas parce que j'en doutais, mais parce que je voulais que chaque mot sonne comme moi, clair, calme et définitif. Le serrurier était venu à 7h30, un homme poli d'une 60aine d'années nommé Marc, avec un thermos de café dans une main et un trousseau de clés en laiton dans l'autre. Il n'a pas posé de questions, et j'en étais reconnaissante. Il a simplement changé les serrures avant et arrière, a testé chacune d'elles et a dit « Prenez soin de vous, madame », du même ton tranquille que les gens utilisent quand ils savent que quelque chose de douloureux s'est produit, mais vous respectent suffisamment pour ne pas s'immiscer. Au moment où Antoine est revenu, tasse de café à la main et lunettes de soleil poussées sur sa tête, la maison ne lui était plus ouverte. Au début, il est resté là. Puis il a ri. Pas un vrai rire, le genre qu'une personne utilise quand la réalité semble trop absurde à accepter. Il a regardé la valise, la note, la porte d'entrée, puis a essayé sa clé 1 fois, 2 fois, une 3e fois avec plus de force. Quand la serrure n'a pas tourné, il a frappé. Élise. Je l'ai observé à travers l'étroit interstice des rideaux du salon. Élise, ouvre la porte. Il a frappé de nouveau, cette fois avec le plat de sa main. C'est ridicule. Je suis restée immobile. 1 minute plus tard, sa voix a changé, aiguisée par la panique. Tu ne peux pas me laisser dehors de ma propre maison. C'est là que j'ai failli sourire, non pas de joie, mais du soulagement étrange d'entendre enfin la vérité le rattraper. Cela n'avait jamais été sa maison. Ma grand-mère, Hélène Dubois,
l'avait acheté comptant en 1989 après le décès de mon grand-père. Elle m'y a élevé après que ma mère ait traversé mon enfance comme une brise. Grand-mère disait qu'une maison était plus qu'un abri. C'était la preuve qu'une femme pouvait se tenir sur quelque chose de solide et l'appeler sien. Quand je me suis fiancée, elle a insisté pour que je la protège. Antoine avait levé les yeux au ciel quand elle avait mentionné le contrat de mariage, plaisantant sur le fait que seuls les millionnaires avaient besoin de paperasse avant le mariage. Mais il l'avait signé quand même, négligent et souriant, car à l'époque, il supposait que l'amour me garderait douce et sans défense pour toujours. Maintenant, il a frappé une fois de plus à la porte. « Élise, arrête de faire la folle. » Puis, comme s'il avait appuyé sur un interrupteur, son ton est devenu mielleux. « Allez, il faut qu'on parle. » Je n'ai toujours rien dit. Mon téléphone a vibré dans ma main avec son SMS une seconde plus tard. « Élise, ouvre la porte. » « Élise, c'est dramatique même pour toi. » « Élise, nous étions tous les deux bouleversés. » « Élise, ce n'était qu'une erreur. » Une erreur. Pas l'affaire, pas le mensonge, pas les mois de mépris, pas le sourire sur son visage quand il a dit qu'il le referait. Juste le désagrément des conséquences. À ce moment-là, j'étais déjà habillée pour le travail, avec une blouse marine et un pantalon crème. Mes cheveux étaient attachés, mon sac fourre-tout près de l'îlot de cuisine. À l'intérieur se trouvait la chemise bleue, maintenant plus épaisse, avec des copies fraîches que j'avais imprimées avant l'aube, l'acte de propriété, le contrat de mariage, les relevés bancaires, les relevés de carte de crédit conjointe. J'avais surligné la dépense d'hôtel de la nuit précédente ainsi que la note de restaurant qui aurait permis d'acheter des provisions pour 2 semaines. À 9h15, je suis sortie du garage et je l'ai dépassé. Il se tenait près du trottoir, immobile, son café abandonné sur le capot de sa voiture, le visage pâle derrière ses lunettes de soleil. Pour la première fois depuis des mois, il semblait dépouillé de toute mise en scène, juste un homme d'âge moyen dans une chemise froissée, réalisant que la femme qu'il avait ignorée avait entendu chacun de ses mots et l'avait cru. J'étais à mi-chemin du cabinet dentaire quand mon téléphone s'est de nouveau allumé. 3 messages vocaux d'affilée, puis 6 SMS, puis un d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai laissé cela de côté jusqu'à ma pause déjeuner. C'est là que j'ai appris que le mari de la patronne d'Antoine l'avait découvert. Et le bureau d'Antoine n'était plus seulement le lieu de ragot. C'était une enquête. J'étais assise dans ma voiture derrière le cabinet dentaire, mon déjeuner intact sur mes genoux, fixant le message du numéro inconnu tandis que le moteur ronronnait doucement dans la fraîcheur d'avril. L'expéditeur s'identifiait comme Monsieur Bertrand Lefebvre, responsable senior des ressources humaines chez l'entreprise d'Antoine. Sa formulation était prudente, corporative et sèche, mais le sens était suffisamment clair. Suite à une plainte concernant une relation entre un superviseur et un subordonné et de possibles violations de la politique de l'entreprise, il y aurait un examen interne. Si j'avais des informations pertinentes concernant l'utilisation abusive des ressources de l'entreprise ou des préoccupations de représailles, je pouvais le contacter. J'ai lu le message 3 fois. Puis j'ai posé le téléphone face cachée sur le siège passager et j'ai poussé un soupir qui m'a traversé jusqu'aux côtes. Je n'étais pas heureuse que la vie d'Antoine s'écroule. C'est ce que les gens supposent quand ils entendent une histoire comme celle-ci, que la vengeance a un goût doux dès la première bouchée. Ce n'était pas le cas. Cela avait le goût du café noir et de l'adrénaline et de l'épuisement qui survient après avoir passé trop de mois à faire semblant de ne pas voir ce qui est sous vos yeux. Mais il y avait un soulagement. Le soulagement de savoir que je n'avais pas imaginé le changement en lui. Le soulagement de savoir que l'air suffisant sur son visage la veille au soir n'était pas de la force, seulement de l'arrogance. Le soulagement de savoir que je n'étais pas piégée dans une petite honte privée pendant que le reste du monde continuait à l'admirer. Cet après-midi-là, entre la confirmation des rendez-vous et la gestion des appels d'assurance, j'ai envoyé un SMS à l'avocate dont la carte était restée dans ma chemise bleue pendant des mois. Elle s'appelait Sylvie Morel. Elle avait les cheveux argentés, une poignée de main ferme, et le genre de voix calme qui vous faisait vous sentir stupide d'avoir confondu la panique avec l'action. À 17h30, j'étais assise dans son bureau, face à un bloc-notes, tandis qu'elle examinait les documents que j'avais apportés. « Vous avez déjà fait le plus difficile », dit-elle en feuilletant le contrat de mariage.
Vous vous êtes organisé avant la crise. J'ai ri une fois, bien que le rire ait été hésitant. Je ne me sentais pas organisé la nuit dernière. Non, dit-elle. Mais vous avez agi comme quelqu'un qui savait que le chaos coûte cher. Cette phrase m'est restée. Nous avons passé 1 heure à tout examiner, l'acte de propriété, mon compte personnel, la carte de crédit conjointe, les factures de services publics, les copies de nos 2 dernières déclarations de revenus. Elle m'a fait ouvrir un nouveau compte courant le lendemain matin et rediriger mon virement automatique avant la fin de la semaine. Elle m'a dit de geler les dépenses supplémentaires sur la carte conjointe, de rassembler les objets sentimentaux et les documents de famille, et de faire un inventaire écrit de tout ce qui se trouvait dans la maison. Ne cachez pas les biens, ne détruisez pas la propriété, ne vous battez pas par SMS. Laissez-le être l'instable si c'est ce qu'il choisit. Au moment où j'ai quitté son bureau, le ciel devenait rose au-dessus du parking. Je me suis assise dans ma voiture avec une tasse de café en papier du magasin d'à côté et j'ai enfin laissé mes mains trembler. Ma grand-mère disait, ne prends jamais de grandes décisions quand ta fierté est à vif. Prends-les quand ton esprit est clair. J'avais entendu cette phrase depuis mes 15 ans. Après des ruptures, après des déceptions professionnelles, après chaque moment où la vie m'invitait à choisir le bruit plutôt que la sagesse. Maintenant, je comprenais ce qu'elle voulait dire. Antoine, pendant ce temps, passait par toutes les personnalités qu'il possédait. Les messages de colère sont venus en premier, tu m'humilies. Tu n'avais pas le droit de me verrouiller dehors. Tu rends ça plus grave que ça ne l'était. Puis les messages pitoyables, j'étais ivre. Je me suis détestée dès que je l'ai dit. S'il te plaît, ne fais pas ça pour une seule nuit stupide. Puis le blâme, c'est elle qui m'a dragué. Tu as été froide pendant des mois. Tu n'as jamais soutenu ma carrière. Ce fut le moment où tout espoir qu'il me restait mourut enfin. Non pas parce qu'il avait triché. Pas même parce qu'il avait l'avoué avec un sourire narquois, mais parce que même maintenant, avec la maison perdue, le bureau en chaos et son propre avenir qui lui échappait, il cherchait toujours d'abord des excuses. Le jeudi soir, ma voisine plus âgée, Martine, m'a surprise en train de rentrer les courses et m'a demandé si je voulais du thé. Martine avait 72 ans, veuve, pragmatique, et le genre de femme qui pouvait plier un draus et remettre un homme brisé sur pied avec une égale facilité. Je me suis assise à sa table de cuisine pendant qu'elle versait du thé Earl Grey dans de la porcelaine fleurie et elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit, un mariage peut survivre au péché, ma chère. Il ne peut pas survivre au mépris. Je l'ai regardée. Cet homme ne vous a pas seulement trahi, dit-elle. Il voulait un public pour cela. C'est différent. Elle avait raison. Et l'entendre de quelqu'un d'assez âgé pour avoir tout vu a fait que la vérité s'est installée clairement. La pièce finale est arrivée le lendemain matin. Le cabinet de Sylvie avait obtenu des relevés supplémentaires de la carte conjointe. La dépense d'hôtel de mardi soir n'était pas la première. Il y en avait eu d'autres, plus petites, dispersées sur des mois. Des déjeuners, des verres, un autre hôtel à Deville-de-la en février. Peut-être que chaque poste ne prouvait pas une liaison physique, mais ensemble, ils racontaient une histoire suffisamment claire. Ce n'était pas une mauvaise nuit. C'était une lente trahison avec une cravate impeccable et le sourire d'une carte de crédit professionnelle. Ce soir-là, Antoine a envoyé un SMS différent, on peut se rencontrer et parler comme des adultes. Je veux juste discuter de ce qui est juste. Pas ce qui était vrai, pas ce qu'il avait fait, mais ce qui était juste. J'ai fixé l'écran un long moment, puis j'ai répondu avec les seules conditions qui avaient du sens maintenant, demain, 13h, le relais des voyageurs, lieu public, 1 heure. Il a répondu presque instantanément, d'accord. J'ai posé le téléphone et je suis allée me coucher, sachant exactement ce que je porterais, exactement quelle chemise j'apporterais, et exactement le peu de moi-même que j'avais l'intention de laisser à cette table. Le relais des voyageurs se trouvait juste à côté de l'autoroute, le genre d'endroit avec des banquettes en vinyle, du café à volonté et des serveuses qui vous appelaient « ma petite » ou « ma chère », que vous ayez 20 ou 80 ans. Ma grand-mère Hélène adorait les endroits comme ça. Elle disait que les gens étaient plus honnêtes autour d'une tarte que d'argenterie polie. Antoine était déjà là quand je suis arrivée. Il s'est levé en me voyant,
et pendant une étrange seconde, je l'ai à peine reconnu. Seulement 3 jours s'étaient écoulés depuis ce mardi soir, mais la confiance qu'il portait comme une seconde peau avait disparu. Sa mâchoire semblait rugueuse, comme s'il s'était mal rasé. Sa chemise était froissée. Les cernes sous ses yeux le faisaient paraître plus vieux, plus petit d'une certaine manière, comme si le miroir dans lequel il s'était admiré s'était finalement brisé. Je me suis glissé dans la banquette en face de lui et j'ai posé mon sac fourre-tout à côté de moi. « Merci d'être venu, dit-il. J'ai hoché la tête une fois. « Tu as 1 heure. » La serveuse est venue, a versé du café dans ma tasse et a demandé si nous voulions des menus. J'ai dit « non ». Antoine a demandé de l'eau. Sa voix semblait sèche. Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis il s'est penché en avant et a joint ses mains comme les hommes le font quand ils veulent avoir l'air sincère avant de dire quelque chose d'égoïste. « Élise, je sais que tu es en colère. » Je l'ai regardé calmement. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il a dégluti. « D'accord, blessé, trahi, peu importe le mot que tu veux utiliser. Je comprends ça, mais nous n'avons pas à nous détruire mutuellement pour une seule terrible erreur. » C'était ça. Pas une confession, pas la vérité, pas le chagrin, mais de la gestion. J'ai laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour qu'ils s'entendent. Puis j'ai dit, « Tu es rentré après m'avoir ignoré toute la journée, tu t'es tenu dans notre cuisine, tu m'as dit que tu avais couché avec ta patronne, et tu as dit que tu le referais. » En souriant. Ce n'était pas une erreur, Antoine. C'était un acte de cruauté. Ses yeux se sont baissés vers la table. J'étais en colère. Contre quoi? Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a frotté une main sur sa bouche et a dit, « Le travail était fou. » Elle était là. J'avais bu. Tout a juste dérapé. Ai-je demandé. Intéressant. Parce que mercredi, tu as dit qu'il ne s'était rien passé. Jeudi, tu as dit que c'est elle qui t'avait dragué. Aujourd'hui, ça a dérapé. Quelle version dois-je apporter à mon avocate? Son visage s'est tendu. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai posé la chemise sur la table entre nous. Je ne l'ai pas encore glissée. Je l'ai juste laissée là. Il l'a fixée comme si c'était une arme. Je n'essaie pas de te ruiner, ai-je dit. Si c'était le cas, cette réunion aurait une toute autre allure. Alors, qu'est-ce que tu veux? C'est sorti plus brusquement qu'il ne le voulait. Et pour la première fois, le masque est tombé. Sous la culpabilité et la fatigue, il y avait de la peur. Pas la peur de me perdre. La peur de perdre le confort. La peur de perdre de l'argent. La peur de dormir quelque part qu'il n'avait pas choisi et de se justifier auprès de gens qui ne l'admiraient plus. Tu veux vraiment savoir, ai-je demandé. Il a fait un petit signe de tête. Je veux que tu arrêtes de prétendre que c'est une histoire d'une mauvaise nuit. Je veux que tu arrêtes de parler comme si je réagissais de manière excessive à une aventure, alors que ce que tu as réellement fait, c'est utiliser l'humiliation comme divertissement. Tu n'as pas avoué parce que tu te sentais coupable. Tu as avoué parce que tu pensais que cela te rendrait puissant. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. La serveuse est arrivée avec son eau, l'a posée et a de nouveau disparu. Antoine n'y a pas touché. J'ai continué. Tu as pris ma patience pour de la faiblesse. Tu as pris ma loyauté pour de la dépendance. Et tu as pris mon silence pour de la capitulation. Puis j'ai fait glisser les documents vers lui. Sur le dessus se trouvait le résumé du contrat de mariage. En dessous, une copie de l'acte de propriété. Puis les relevés de cartes de crédit surlignés, les frais d'hôtel, les coordonnées de l'avocate et les conditions proposées que Sylvie avait rédigées ce matin-là. Juste, légal et pas du tout théâtral. Antoine a tourné les pages lentement. À la 2e feuille, la couleur avait quitté son visage. « Tu me traquais ?» a-t-il demandé. « Non », ai-je dit. Je me protégeais. Il a fixé longtemps les frais d'hôtel. « Élise, n'est-ce pas ?» a-t-il dit doucement. Il a levé les yeux et quelque chose en lui a finalement cédé. Pas d'un coup, mais suffisamment. Ses épaules se sont affaissées.
L'assurance avait disparu. L'indignation polie aussi. Ce qui se trouvait en face de moi maintenant n'était pas l'homme de mardi soir, pas la star de son propre petit drame de bureau, juste un homme qui avait couru après l'admiration si longtemps qu'il n'avait pas remarqué qu'il avait foncé droit dans un précipice. « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, dit-il. » C'était peut-être la première phrase honnête qu'il avait prononcée de toute la semaine. « Si, tu sais, ai-je répondu. Tu aimais être admiré. Tu aimais te sentir plus grand que la vie que nous avions réellement. Et après un certain temps, être aimé par quelqu'un qui connaissait le vrai toi ne suffisait plus. » Il a fermé les yeux. Quand il les a rouverts, ils étaient humides. Mon père disait, si tu as une chance de grimper, tu grimpes. Peu importe qui est laissé derrière. J'ai juré que je ne serais jamais comme lui. Je le croyais, ce qui rendait cela triste, pas mieux. Je te pardonnerai peut-être un jour, ai-je dit. Mais je ne me tiendrai plus jamais là où tu pourras utiliser mon amour contre moi. Il a baissé la tête et a finalement murmuré les mots qu'il aurait dû dire en premier, je suis désolé. Cette fois, il n'y avait aucune excuse jointe. Dans les semaines qui ont suivi, le divorce a avancé comme la plupart des vraies fins, non pas avec des discours dramatiques au tribunal ou des portes claquées, mais avec des signatures de documents et de longues soirées calmes où j'ai dû réapprendre le son de ma propre vie. Sylvie a géré l'aspect légal avec la même compétence sereine qu'elle avait montrée dès le début. Antoine a signé plus rapidement que je ne m'y attendais. Peut-être qu'à ce moment-là, il avait compris qu'il n'y avait plus rien à discuter. Peut-être était-il trop fatigué pour continuer à se battre contre les faits. Quoi qu'il en soit, le processus est resté propre. La maison est restée la mienne. Les comptes ont été séparés. Les dettes liées à ces choix ont été documentées et prises en charge. Il n'y a pas eu de grand effondrement public, pas de vengeance théâtrale, juste le travail lent et nécessaire de remettre la vérité là où le déni se trouvait auparavant. Et dans ce calme, quelque chose de surprenant s'est produit. La paix est revenue par petites touches. Elle est revenue un dimanche matin où je buvais du café seul sur le porche de ma grand-mère Hélène et j'ai réalisé que l'air était plus léger. Elle est revenue quand j'ai replanté le parterre de fleurs qu'elle avait aimé et j'ai remarqué que je fredonnais sans y penser. Elle est revenue la première nuit où j'ai dormi d'un trait jusqu'au matin sans vérifier mon téléphone, sans écouter sa voiture dans l'allée, sans me demander quelle version de mon mari allait franchir la porte. Au cabinet dentaire, j'ai cessé de sursauter chaque fois que mon écran s'allumait. Martine m'invitait toujours à prendre le thé une fois par semaine. Et parfois nous parlions du divorce, mais plus souvent nous parlions de choses ordinaires, l'église, les ventes de pâtisseries caritatives, les prix des courses, le rouge-gorge tenace nichant près de son garage. Cela aussi était guérisseur. La douleur perd une partie de son pouvoir lorsque la vie continue de faire de la place à la tendresse ordinaire. Environ 6 semaines après notre rencontre au relais des voyageurs, une lettre est arrivée, de la main d'Antoine. J'ai failli ne pas l'ouvrir, mais je l'ai fait. Elle faisait 3 pages, écrite à l'encre bleue sur du papier ligné. Aucune déclaration dramatique, aucune supplication, aucune promesse qu'il avait changé du jour au lendemain. Juste la vérité la plus simple qu'il m'ait donnée depuis longtemps. Il a écrit que la perte du mariage l'avait forcé à voir l'homme qu'il était devenu. Il a admis que le succès lui était monté à la tête bien avant l'aventure. Il a admis que l'attention avait commencé à ressembler à une preuve qu'il comptait. Il a admis qu'il avait traité ma stabilité comme un meuble, quelque chose d'utile, quelque chose de réconfortant, quelque chose qu'il pensait être toujours là, peu importe à quel point il se comportait mal. Puis il a écrit quelque chose qui m'a fait rester très immobile. Il a dit, mon père m'a appris que l'ascension importait plus que le caractère. Je pensais être meilleur que lui parce que je disais des mots plus doux. Mais au final, j'ai fait le même genre de choix. Tu m'as aimé avant que je n'aie quoi que ce soit à montrer, et j'ai remboursé cet amour avec de l'arrogance. Je suis profondément désolé. Il ne m'a pas demandé de revenir. C'était important. Il m'a simplement remercié d'avoir géré tout cela avec plus de dignité qu'il n'en méritait et a promis de coopérer pleinement au règlement final. Et il l'a fait. Les documents restants ont été signés sans tarder. Un chèque de remboursement pour les fonds utilisés à mauvais escient est arrivé exactement quand Sylvie avait dit qu'il le ferait. Pas de jeu, pas de vengeance de dernière minute de sa part.
Juste, enfin, la responsabilité. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je le détestais. Ce n'était pas le cas. Quelque part en chemin, la haine s'était consumée, laissant derrière elle quelque chose de plus calme et de plus sage. Je n'avais plus besoin qu'il souffre pour que je guérisse. J'avais seulement besoin que la vérité reste vraie. C'était cela la réconciliation au final. Pas un amour restauré, pas des vœux renouvelés, juste deux personnes faisant face à ce qui s'était passé sans mentir davantage. Il a assumé sa responsabilité. J'ai libéré l'amertume. Et nous deux, de différentes manières, avons dû vivre avec ce que nous avions appris. Ce que j'ai appris, c'est ceci, le silence n'est pas une capitulation. La préparation n'est pas de la cruauté. Et le respect de soi n'est pas une vengeance au sens le plus laid du terme. Parfois, c'est simplement le moment où une femme décide qu'elle n'aidera plus quelqu'un à lui faire du mal. Il pensait que la pire chose qu'il pouvait me faire était de me trahir. Il avait tort. La pire chose aurait été si je m'étais trahi moi-même juste pour le garder. Je ne l'ai pas fait. Et c'est pourquoi j'ai survécu.